Bonsoir à tous, la vidéo que vous allez regarder est une longue interview du rappeur Sheldon, membre de la 75e session, collectif parisien en place depuis de longues années. Alors évidemment c'est une exception qui ne signifie pas du tout la fin des LVDL, l'album de Dinos est dehors et je compte bien me le faire. Et un nouveau format devrait également arriver d'ici quelques semaines, donc pas de soucis par rapport à tout ça. Deuxièmement, vous l'avez sûrement déjà appris, mais le rappeur Népal nous a quitté le 9 novembre 2019. Soit 3 jours après avoir tourné l'interview. Il est donc normal qu'on en parle comme si de rien n'était, c'est une nouvelle tragique, je transmets évidemment mes plus sincères condoléances à sa famille, son entourage, ses proches, et même à ceux qui aimaient sa musique, comme j'en étais un grand fan. Je tenais juste à faire cette précision-là pour éviter la confusion du fait qu'on en parle vachement tranquille, quoi. Voilà, sinon, rapidement, la 75e session, c'est un collectif composé de rappeurs, beatmakers, ingé-son, graphistes, vidéastes, enfin d'artistes quoi. Ça fait une dizaine d'années qu'ils officient ensemble dans le dojo, leur studio commun. Et pour avoir une approche beaucoup plus forte de ce qu'est réellement le collectif, je vous conseille vraiment une super mini web série de Radio Nova qui va beaucoup plus vous en apprendre sur eux et sur la portée de travail. Voilà, sinon l'album Lune Noire est toujours dispo. Merci à Sheldon, merci beaucoup de m'avoir reçu chez lui, c'était un super moment et j'espère que l'interview vous plaira autant qu'elle m'a plu. Voilà, c'était Lucas, bon visionnage et ciao. Aujourd'hui, on n'est pas au dojo, mais on aurait pu y être. Est-ce que toi, tu peux plus m'éclairer par rapport à ton rôle là-dessus? Si j'ai bien compris, tu es une espèce de pierre angulaire un peu de ce projet-là. Ouais, carrément. Tu as vécu au dojo pendant longtemps, tu y es très souvent et tout. Toi, tu es ingé son, tu es beatmaker, tu es rappeur. C'est quoi ton rôle là-bas? Qu'est-ce que tu fais le plus souvent au final? Ben non, je suis ingénieur du son, donc du coup je me retrouve effectivement en situation de pierre angulaire sur les projets des gens, en tout cas sur la partie musicale, Ouais. parce que je les enregistre, je fais les mix, je fais les masters. Ça m'arrive relativement souvent de produire sur les projets des gens de la 7.5, donc oui, je me retrouve un peu dans une position centrale sur pas mal de projets. Ensuite, ça dépend vraiment de la place en fait que l'artiste me donne dans son projet. Tu vois, il y a des gens, je les enregistre et puis derrière ils mixent ailleurs. Il y a d'autres gens qui s'enregistrent eux-mêmes et c'est moi qui fais les mix. Donc ça dépend vraiment des artistes, mais ouais, je m'occupe de pas mal de gens différents en tout cas, ça c'est sûr. Ok. Alors là, on est venu pour parler de ton album à toi qui est sorti le 27 septembre. Ça s'appelle Lune Noire. Donc Lune Noire, en fait, c'est une histoire dans l'album. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est un espèce d'univers complet que tu as créé. Ça s'étire sur de la BD, ça s'étire sur du jeu vidéo. Tout ça, c'est disponible sur Internet, sur ton compte Instagram, sur lunenoirlejeu.com, enfin lunenoir.com plus généralement. Qu'est-ce que c'est la volonté de base quand on crée une œuvre comme ça parce que déjà il y a l'étape de l'album, tu sais, les albums concept quoi, qui font vraiment une histoire Mhm. de bout en bout comme les tiens. Mais à quel moment tu ajoutes les autres dimensions en fait? Est-ce que c'est une volonté de base ou est-ce que c'est quand tu te rends compte que ton histoire elle tient debout, que tu te dis ah ouais là on peut aller encore plus loin, que Lune Noire ça peut vraiment être une porte ouverte sur plein de trucs quoi. Bah, l'histoire c'est ce que j'ai écrit en premier, donc de toute façon elle était là dès le début. Ensuite il y avait des trucs, je savais que certains éléments seraient là du début, notamment je savais que ça serait des clips d'animation, je savais que j'avais envie de mettre un contexte visuel graphique au projet. Alors je savais pas qu'on ferait une bande dessinée, je savais pas qu'on ferait autant de clips. euh, je savais pas qu'on ferait un jeu vidéo, donc ça c'est plein de trucs qui se sont décidés pendant le développement du projet au fur et à mesure, avec les rencontres que j'ai faites et les idées qu'on a eues à plusieurs. Mais par contre, je savais que dans tous les cas, il y avait cette nécessité d'inclure une identité graphique au projet et à cette histoire dès le départ, quoi. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Les retours sont quasiment unanimement bons. Mais ça aurait pu peut-être être un peu plus que ça. Qu'est-ce que, au bout de plus d'un mois d'exploitation, qu'est-ce que tu en tires de ce projet-là qui, on peut le rappeler, a été quand même fait sur 2 ans et demi, 3 ans de taf, un truc comme ça? 3 ans, ouais, c'est 3 ça. ans. Le premier quart de lune remonte déjà il y a 1 an et demi, je pense. Même plus, ouais, Ouais. 2016. 2006. Donc sur autant d'années du coup t'as fait ça, est-ce que à un moment tu te dis on va pas voir le bout, est-ce que quand ça sort tu te dis finalement
c'est super que les gens le prennent comme ça, mais j'aurais voulu peut-être un peu plus de monde. Non, j'avais pas spécialement d'aspiration en fait enfin, je savais à la minute où j'ai décidé de faire ce projet que je faisais pas un projet rentable en fait. Ouais. Je savais que ça allait prendre beaucoup de temps, je savais que c'était adressé quand même à un certain type de personnes, qu'il y avait des gens qui allaient passer à côté, que j'allais perdre des gens dans le fait qu'il n'y ait pas de single en fait, que du coup les morceaux sont très difficilement dissociables des autres. Donc non, j'ai pas de déception, ça a marché. Si tu veux, tous les gens qui l'écoutent se le prennent à fond, donc pour moi c'est ce qui compte. Ensuite, j'avais pas volonté de faire un album avec des gros morceaux singles, avec une approche hyper mercantile du truc. Tu vois ce que j'aurais pu faire, hein, ce que je ferais peut-être sur d'autres projets. Mais là, je savais que je faisais un truc qui était dans un certain aspect un truc de niche, et puis d'autre part que c'était un truc qui est pas forcément un format dont les gens ont l'habitude. C'est hyper compliqué d'écouter des bouts de Lune Noire, quoi. Il faut écouter le disque entier. Donc c'est aussi un truc qui va pas forcément avec l'époque, tu vois. Les gens écoutent pas forcément 16 ou 18 morceaux de musique d'affilée comme ça. Donc non, je suis très content des retours que j'ai par rapport à ce que c'est, et je savais dans tous les cas que ça allait être une sortie particulière et que les gens auraient une approche particulière de ce projet. On a dit du coup 3 piges de taf. À quel point c'est compliqué d'avoir une ambition si grande et si complète en termes d'art quand on n'a pas le soutien que peut peut-être apporter par exemple une major avec voilà, du soutien financier ou plus de promo et tout ça. C'est quoi les premières barrières et les barrières auxquelles vous avez été confrontés le plus souvent durant ces 3 années-là de travail, hormis le temps je pense qui est compliqué à gérer Bon, aussi. la seule barrière en vrai, c'est la barrière financière, c'est la thune. Ouais. Mais les problèmes de thune, t'apprends à les contourner, quoi. Surtout quand tu fais un projet comme ça qui marche quand même énormément sur la bonne volonté des uns et des autres. C'est un obstacle sans en être un, c'est-à-dire que ça t'oblige à réfléchir différemment. C'est-à-dire que peut-être que Lune Noire qu'on a fait en 3 ans, avec un très gros budget, on l'aurait fait en un an, mais si on l'avait fait en un an, il aurait pas décanté pareil, il aurait pas le même aspect non plus. Donc, je sais pas, en fait, de toute façon, c'est comme tout dans les disciplines artistiques, tu vois, les contraintes et les barrières, c'est des cadres, en fait, plus que des choses qui t'empêchent de faire le truc, tu vois, le fait de pas avoir de sous quand tu fais un projet, ça veut pas forcément dire que ça va être moins bien, ni que tu vas perdre du temps, ça veut juste dire que tu vas fonctionner autrement. Faut savoir ce que tu veux faire. Ok. Moi, avec Lune Noire, je savais que c'était ce fonctionnement-là que je voulais un truc coopératif, volontaire, de la part de tout le monde. Donc ça a pris du temps, donc il y a des moments où c'est frustrant parce que c'est long, parce que tu mets du temps à obtenir exactement ce que tu veux, tu mets du temps à véhiculer ta vision aux autres, à faire comprendre exactement aux autres ce que tu as envie de faire. Et d'ailleurs, tu fais jamais comprendre exactement aux autres ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire qu'après, il faut aussi une espèce de souplesse pour que ta vision puisse être reconvertie via le prisme des autres artistes avec qui tu travailles, des musiciens, des arrangeurs, des clippers, des illustrateurs. Euh, mais en tout cas, toutes ces barrières-là, elles font du projet ce qu'il est, et moi je suis très content de les avoir eues, tu vois, et c'est hyper formateur, et puis c'est hyper important de se prouver que t'as pas forcément besoin d'une major pour faire le disque que t'as envie de faire. Ça veut pas dire que t'as pas envie d'être en major, ça veut pas dire que j'ai forcément volonté à être indépendant dans tout ce que je fais. Ça veut dire que si jamais demain personne veut de moi, je peux faire des disques, tu vois. Ça, Ouais, c'est ouais, une ouais. sécurité d'artiste qui Et est puis importante. c'est ce qui a l'air d'être aussi dans votre état d'esprit, 75e session, ce truc de tout faire entre nous, quoi. Bah, on nous a vachement attaché cette étiquette-là, mais en fait, non, on n'a pas forcément velléité à tout faire. Moi, je suis hyper curieux sur mes prochains albums de travailler avec des gens différents, Ouais. je suis ouvert à travailler avec un directeur artistique. J'ai pas du tout de volonté à tout contrôler. C'est comme ça qu'on fait, si tu veux. C'est-à-dire que nous, ça a été notre schéma.
ça a été notre schéma pendant des années, c'est comme ça qu'on réfléchit la musique, c'est comme ça qu'on la pense. Ensuite, ça veut pas dire que ni que je trouve que c'est la meilleure façon de faire de la musique forcément, ni que j'ai forcément envie de faire de la musique comme ça tout le temps. C'est comme ça que j'ai fait jusqu'à présent parce que c'était le truc qui s'imposait à nous, dans notre fonctionnement, dans l'équipe qu'on était, la façon et en fait les options qu'on avait aussi, tu vois. On a commencé très jeune, on a appris tout nous-mêmes, donc on n'était pas forcément dans une logique de déléguer aux autres ce qu'on voulait apprendre à faire, tu vois. Quand tu sors un EP, c'est assez facile aujourd'hui d'aller le faire mixer ailleurs, simplement que quand tu veux apprendre à mixer en même temps que tu veux faire ton EP, la meilleure solution, ça reste encore de mixer ton EP. Donc c'est ça qui fait en fait que pendant longtemps on a eu et on a encore cette image de méga indépendance comme ça, un peu blocos, que entre nous et tout. Mais en fait pas du tout. En fait on est hyper ouvert à faire plein de trucs avec plein de gens différents. C'est la force des choses qui a fait Et que ouais, ça s'est et passé comme ça. c'est là où je voulais en venir à la base avec la question, c'est que malgré l'indépendantisme, c'est vraiment un projet, si j'ai bien compris, qui a été fait, qui a mis les une tête, quoi. Genre que ce soit à l'animation, que ce soit dans le mixage, que ce soit à la production. Toi, je te demandais tout à l'heure, tu étais sur toutes les productions de l'album, mais il y a quand même pas mal de coprod, etc. Ouais. Tu as fait une exposition avec les planches de BD et tout ça. Et donc, ouais, tout ça, ça fait qu'il y a quand même une équipe qui est super large derrière le projet. Et est-ce que ça a été pas une difficulté en plus de concorder tout le monde, que tout le monde soit ok derrière une espèce de vision unique du disque, de faire que Lune Noire c'est tel univers et ça doit, enfin ça va à tout le Bah, il n'y a monde. pas de vision unique du disque. S'il y a une vision unique du disque, tu peux pas canaliser comme sur Lune Noire une quinzaine de personnes sur le disque en disant moi je veux ça et c'est tout. Si j'avais fait ça, les gens m'auraient dit bah vas-y tu veux ça, fais-le mec, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que oui, j'ai une vision, dans tous les cas j'ai une vision de ce que je veux faire, j'ai une idée, il y a une histoire, il y a un cadre, mais ensuite c'est possible de faire ça à autant parce que je laisse aussi, et j'ai essayé de laisser beaucoup de souplesse aux gens avec qui je travaillais, beaucoup de liberté, beaucoup de ah bah tu préfères comme ça, bah faisons comme ça, ah tu préfères qu'à ce moment-là de l'histoire ça se passe plutôt comme ça, et ben ok allons-y. Prendre aussi pas mal de liberté scénaristique, tu vois, par exemple entre la BD entre la BD et l'album, ou entre les clips et l'album, tu vois, moi je raconte un événement qui se déroule comme ça dans une chanson, puis un des dessinateurs va me dire, mais moi, je le visualise plutôt comme ça, et donc on va le dessiner autrement. Et c'est avoir la capacité de ne pas être trop rigide sur ça qui rend le fait de travailler à plusieurs possible. Ensuite, forcément, c'est une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire que ben, c'est plus compliqué de s'organiser à 15K2, tu vois, ça c'est sûr. En même temps, tu fais plus de choses à 15K2 aussi, donc oui, c'est comme tout, tu sais, comme tous les sacrifices que tu fais dans les matières créatives d'une manière générale, c'est toujours, c'est toujours une contrainte pour un avantage. Donc tu choisis de t'emmerder du nombre pour bénéficier du nombre, ou alors tu choisis de t'emmerder de la solitude pour bénéficier de la solitude, mais t'as toujours un gain quelque part. Moi, dans Lune Noire, c'était hyper important que le projet mélange plusieurs visions, plusieurs approches. Donc on a réfléchi de façon communautaire, tu vois. Ouais, ok. L'album il fait 19 titres pour Ouais. 57 minutes. Tu disais tout à l'heure que du coup l'histoire elle était venue en premier dans le sens où enfin, tu avais l'histoire et après tout s'est construit autour. Moi ce que je me demandais c'est que dans la manière de l'amener, il y a vraiment eu du teasing poussé quoi. D'abord les 4 quarts de lune qui sont arrivés, qui ont bien marché et tout ça, où j'avais l'impression qu'on était de plus en plus dans l'univers de Lune Noire. Tu vois sur le premier quart de lune j'ai l'impression qu'en vrai ça peut être un morceau de Sheldon comme un autre, mais qui commence à aller dans ce truc-là, et que plus tu avances dans les quarts de lune, plus on est dans le gamin, quoi. Et en plus de ça, t'amènes après un EP, le préquel, de 4 titres. Donc on est sur en fait 27 titres qui sont de plus ou moins dans l'univers Lune Noire, quoi. Mhm. Comment, pareil, même question, est-ce que ça s'est construit au niveau du préquel? Est-ce que c'est vraiment une fois que tu as le disque sous les yeux que tu te dis que peut-être il manque certaines bases, ou est-ce que c'est pour plus du teasing, ou est-ce que c'est pour faire en sorte que l'album soit moins long? Le préquel, ça a été un mélange des deux. On savait qu'on Ouais, allait mettre plus de temps que ce qu'on voulait à sortir le disque, donc on voulait qu'il y ait une actu
entre les deux. Donc il y a une espèce de contingence promotionnelle comme ça qui nous a poussé à le faire. Il y a aussi ce que tu dis, le fait Mais que... il est important quand même au final le préquel quand tu l'écoutes. Parce que, Bah, on l'a rendu important. Après, Ouais. c'est comme tout, tu vois. On essaie de pas faire de la... Enfin, surtout sur un projet comme ça, tu fais pas de... Tu fais pas de promo superflue, quoi. Tu fais... Enfin, t'es obligé de faire une espèce de promotion pertinente par rapport à ce que tu vas amener. Donc, du coup, on s'est creusé la tête, tu vois. C'est pas du tout un truc qu'on a fait en se disant, bon, allez, on fait 4 titres, on verra, tu vois. C'est que à un moment, donc, je te dis, il y avait cette nécessité de mettre quelque chose dans l'espace entre là où on en était et le moment de la sortie. Il y avait la nécessité, comme tu disais, d'amener des nouvelles bases. En fait, je pense que c'était important de planter certains décors et certaines atmosphères. En fait, le truc, c'est que les quarts de lune t'indiquaient pas forcément que quand t'allais écouter Lune Noire, t'allais écouter 19 morceaux suivis avec un déroulé. Après le préquel, ce truc-là, il est clair, quoi. Après le préquel, tout le monde avait capté que c'était une histoire qui allait suivre la BD qui était sur Instagram. Donc c'était un moyen de mettre les règles, en fait, de mettre le cadre et de dire, ben voilà, ce projet, il va fonctionner comme ça. En même temps, c'était un moyen aussi de se faire plaisir, c'est-à-dire que c'était aussi cool de se permettre de rajouter 4 morceaux. Le projet était déjà long, donc on n'avait pas rajouté des titres dans le disque, mais c'était un plaisir de faire ça. Et puis c'était intéressant de le faire après, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire le préquel, tout Lune Noire était terminé. Je l'ai fait grosso modo avec les mêmes personnes. On est parti en résidence avec Louis, avec un arrangeur qui s'appelle Farid, avec un autre ingé, un pote à moi qui s'appelle Julien, qui est le gars qui a co-réalisé Doudou avec moi, le morceau qui est très reggae. Euh, on est parti s'enfermer tous les 4. Alors il n'y avait pas Chien qui a commixé tout le projet avec moi, il n'était pas là au moment du préquel, mais on lui envoyait les tracks tous les jours et tout. Et c'était un vrai plaisir, c'était un vrai plaisir de pouvoir se replonger un peu là-dedans pendant quelques temps. Mais en fait, c'est la continuité directe en fait de Lune Noire, tu vois. Donc si tu veux, il est difficilement détachable. Et je pense qu'il est inécoutable seul, le préquel. Enfin, il est écoutable seul quand t'attends d'avoir Lune Noire derrière, mais tu vois, si dans 2 ans t'écoutes le préquel seul, t'as juste l'impression d'écouter un savant fou qui raconte n'importe quoi, tu vois. Et, euh, et ouais, en fait, et puis ce qui était intéressant, c'était de prendre le contre-pied, en fait, de Lune Noire, où à chaque morceau, t'as un univers qui est méga différent, parce que le gamin, il voyage, et d'avoir le préquel, de faire 4 titres qui étaient dans leur jus, vraiment, tu vois, dans une esthétique commune. On a vraiment cherché ça, tu vois, avec Louis, avec Farid, on a vraiment cherché à avoir 4 titres glués comme ça, qui se ressemblent le plus possible. Alors même ils sont différents, tu vois, ils sont différents dans les structures, mais ils sont dans une espèce d'atmosphère de dynamique commune, comme ça, qui nous... la même chose. Ouais, mais c'était important pour nous parce que le préquel, ça devait être vraiment un premier pas franchi vers le disque. Et tu vois, il n'y a pas de gens... Tu veux pas, on parlait de l'accessibilité au projet, il n'y a pas de gens qui ont écouté le préquel et qui ont aimé le préquel, qui n'ont pas écouté Lune Noire, en fait. Donc ça, pour moi, ça, je considère que c'était réussi, tu vois, c'était que il y avait ce truc, il y a ce truc où les gens qui ont écouté le préquel et qui ont aimé le préquel ont écouté Lune Noire direct derrière, et c'était l'objectif, tu vois, c'était d'ouvrir la porte aux gens pour rendre ce truc-là plus accessible, parce que c'est un peu austère en fait comme projet. Enfin, c'est-à-dire que c'est vu de l'extérieur et comme on disait tout à l'heure en interview, si t'es pas forcément un mec de la culture pop, des jeux vidéo, des mangas, de la littérature d'heroic fantasy, de tous ces trucs-là, en fait c'est pas forcément évident de rentrer pieds joints dans Lune Noire. Donc le préquel servait à ça, quoi, à essayer d'amener les gens vraiment à faire la transition entre les quarts de lune, entre ce que j'avais fait avant les quarts de lune et ce qu'allait être Lune Noire, quoi. En tout cas, avant d'aborder vraiment l'album en lui-même, ton dernier projet en date, avant tout ce qui est relié à Lune Noire, c'était RPG, qui est Ouais. sorti en 2018, et t'étais déjà vachement dans l'univers et dans tout ce qui est ouais, vocabulaire jeux vidéo et tout, Mhm. avec des sons comme Speedrun, Level Up et tout ça. Mhm. Est-ce que c'était un projet une espèce de transition pour toi à faire, ou est-ce que c'est finalement ton univers, ton truc sur lequel il est fort probable qu'on te retrouve après Lune Noire, ou tu sais,
une espèce d'indication peut-être, ou c'était un... C'est des périodes. Après, ensuite dans tous les cas, c'est mon univers, tu vois. C'est dans Ouais, ça, bien sûr. tu vois. T'arrives, je suis en train de jouer à la console, tu vas repartir, je vais être en train de jouer à la console. Je suis pas en train de jouer à la console, je suis en train de lire des mangas. Quand je suis pas en train de lire des mangas, je suis en train de mater des séries ou des movies. Donc, mon univers, ma façon de vivre, elle est faite de cette culture pop, de bande dessinée, donc dans tous les cas, oui, c'est un truc, je pense, qui sera toujours présent. Est-ce que ça va être aussi présent que dans RPG et dans Lune Noire? Je suis pas sûr parce que j'ai pas forcément envie de faire tout le temps la même chose et de répéter la boucle. Tu vois, Lune Noire, c'était un moment, j'étais très content de raconter cette histoire, de faire ça. Euh, RPG, c'était un autre moment où j'avais envie de faire un truc très centré sur le jeu vidéo. Et puis RPG, c'est un projet en collaboration avec Junker. Junker joue énormément aux jeux vidéo aussi. Donc c'était une passerelle de croisement. Je sais pas si par la suite, tu vois, je vais refaire des trucs aussi teintés de cette culture-là. Ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de moi, tu vois. Donc il y aura toujours un fond de ça, il y aura toujours un fond de ça derrière. À moins que demain j'arrête complètement de jouer à la console et parce qu'il y a peu de chances que ça va pas arriver, quoi. Donc, mais donc voilà, ce sera un truc qui sera toujours là en toile de fond. Est-ce que ce sera aussi présent que ces projets-là? Je sais pas. Ok. Ben, on va passer à l'album. Franchement, moi, ce qui m'a surpris dès le début, dès la première écoute, c'est qu'il y a vachement cette notion, tu sais, la distinction que beaucoup de gens font entre EP et album, où il y a une certaine cohérence de bout en bout et tout. Sauf que là, en fait, clairement, tu peux pas faire plus, puisque, comme on disait, c'est une histoire qui commence à l'intro, qui se termine à l'outro. Et il y a 4 interludes, si je dis pas de conneries, en plus de ça. Est-ce que, voilà, moi en fait, c'est vraiment le truc aux premières écoutes où je me demande comment il prend tête et forme ce projet-là, puisque tu me dis que tu as l'histoire au début. Est-ce que tu fais la prod et tu penses à telle situation de l'histoire en te disant ok, là on va avoir je sais pas, le 7e morceau de l'album, ou est-ce que tu essaies de produire l'instrumental en fonction de ce que tu recherches au moment de l'histoire? Bah, comment j'ai procédé? J'ai écrit une histoire que j'ai découpée comme un storyboard de bande dessinée, Ouais. que j'ai segmenté en morceaux dès le départ. Donc, si tu veux, j'avais les titres de morceaux avant d'avoir la première note ou la première phrase de texte. Je savais que le premier morceau devait raconter ça, le deuxième morceau devait... Donc après, après en fait, t'as toute ta trame de voyage, du voyage du gamin, je fais les morceaux, en plus je les ai fait dans l'ordre, notamment au départ. Après, sur les arrangements, le mixage, tout ça, on a fonctionné vraiment différemment. Mais quand à la composition et les premiers jets des morceaux, je les ai fait dans l'ordre, un par un. Ok. Et donc, bah, du coup, j'ai juste essayé de retranscrire, en fait, musicalement, le moment de l'histoire que je devais traiter, tu vois. Donc, Océan, Océan, c'est un morceau qui arrive après Orage, qui a été un moment violent, agité de l'histoire. C'est un moment de calme où il se retrouve seul sur l'océan pour faire un voyage. Donc le morceau, le morceau se réfléchit et se dessine en fonction de ça, tu vois, d'une intention et d'une couleur. Et derrière, bah, on prend ça et on essaie de faire la musique adéquate. Maintenant faut traverser l'océan. Petit bonhomme vogue sur la mer de cauchemar. Le vent le guide vers l'océan des rêves. Les voiles sont gonflées, le bateau fonce. Les rames sont déployées, le bateau fonce. C'est ce qui m'a frappé moi sur le projet dès le départ, c'est que c'est super éclectique musicalement, tu vois, même si on reste dans une ADN à rap, dans toi, tout ce qui est dans les flows et tout ça, et même bon, ça reste assez trap en général, mais ouais, comme on parlait de Doudou tout à l'heure, qui est reggae, enfin, dans l'instru est carrément reggae, dès les 2 premiers morceaux, hors intro, interlude, tout ça, les 3 premiers morceaux, du coup, bah, ça va être Vent, Carnaval et Doudou. Les 3 ils sont quand même sur des ambiances qui sont super différentes. Mhm. Est-ce que c'était juste tes goûts, tes influences musicales de faire ça, ou est-ce qu'il y avait une ambition de pas tout le temps rapper la même histoire dans la même musicalité pour éviter une redondance sur 19 titres peut-être Bah, c'est impossible. Quand tu racontes une histoire, c'est impossible. Si tu racontes une histoire et que selon si le mec il est en train de voler dans la montagne
ou qu'il est en train de se battre avec des robots, ou alors qu'il est perdu en forêt, tu fais tout sur la même identité musicale, tu prends pas les gens, tu vois, les gens au bout du troisième morceau, ils disent, bon, ça me fait chier, quoi, tu vois. Donc non, il y a deux trucs. Il y a, oui, et forcément, il y a mes goûts musicaux dedans, c'est-à-dire que j'aurais jamais été faire un track d'un truc que je déteste, tu vois. Même si c'était fondamentalement au service de... Je veux dire que Robot, par exemple, tu peux imaginer n'importe quel type de musique, de musique électronique, tu vois. J'ai été choisir des trucs qui me plaisaient, tu vois. Je serais pas allé foutre un morceau de Machina au milieu de mon projet alors que je déteste ça, tu vois. C'est évident. Maintenant, l'histoire, c'était aussi un prétexte à s'ouvrir musicalement et à... C'est comme ce que je te disais, tu vois, une histoire, c'est exactement comme tout le reste, c'est autant de contraintes que d'ouverture, tu vois. Donc la contrainte la contrainte de carnaval, par exemple, c'est la fête, c'est la ville des humains, dans une époque qui n'est pas la nôtre, comment t'illustres ça, tu vois? C'est une contrainte, mais c'est aussi un moyen d'aller chercher des sonorités sud-américaines, des trucs que j'aurais pas forcément fait sur un morceau, sur un de mes EP naturellement, tu vois. Donc c'est sûr c'est sûr que ces contraintes-là, ça a été un moyen d'ouvrir et d'aller chercher des trucs différents. Maintenant, oui, enfin, c'est forcément des trucs que j'aime, quoi. J'aurais pas été foutre un track de reggae si j'étais pas ouf de reggae et si j'avais pas écouté ça en boucle toute une période de ma vie, j'aurais jamais été foutre ça en plein milieu du disque, quoi. Ok. Moi, je voulais qu'on revienne sur du coup tout ce qui est interlude et tout ça. J'ai cru lire dans une interview que c'était ton père qui faisait les interludes Ouais, audio. Et t'en parles beaucoup en interview dans tout ce qui est influence. Tu dis souvent que c'est lui qui t'a emmené vers ces trucs-là, Heroic Fantasy, la BD et tout ça. Tu dis aussi, il me semble, que Lune Noire, le nom est tiré d'une série de bandes dessinées également. ouais. Et du coup, je voulais savoir si, quand tu fais ce projet-là, tu as des références en tête qui sont vraiment des trucs sur lesquels pas tu vas te calquer, mais tu sais, qui sont comme un espèce de référentiel pour avancer sur Lune Noire. Tu te dis, ah, à ce moment-là, je verrais bien un truc dans cet univers-là. Ou... J'ai plein de références. Ensuite, ensuite le propre d'une référence, enfin, quand tu bien référencer ce que tu fais, c'est jamais faire de plagiat ostentatoire, tu vois. C'est-à-dire que il y a énormément de choses qui m'ont influencé pour faire Lune Noire. Alors, il y a les chroniques de la Lune Noire, mais si tu prends les chroniques de la Lune Noire et que tu lis les 18 ou 19 tomes des chroniques de la Lune Noire, euh, il n'y a rien à voir avec mon histoire, tu vois. Il n'y a rien que j'ai réutilisé. Il y a le nom, tu vois. Donc à chaque fois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Il y a plein de moi, il y a plein de références qu'on me cite souvent, qu'on me dit, ah ouais, c'est comme, tu vois. Je le voyais pas forcément, tu vois, au sens comme ça, où en mode visuellement tu vas chercher l'univers de telle œuvre ou quoi. Je le voyais plus dans le sens où tu dis par exemple dans une interview qu'il y avait un côté que tu voulais retranscrire dans Lune Noire, qui est un côté très présent chez Naruto, qui est ce côté où à la fin de l'histoire, t'as kiffé l'histoire, mais tu sais pas qui est le gentil, tu sais pas qui est le méchant. Et en fait, on est vachement dans un truc de. Alors je dis le contraire, justement. Je dis Ouais. que c'est pas comme dans Naruto, pour moi. Ah bon? Ouais, non, ouais, bah, dans Naruto, le gentil, c'est Naruto, le méchant, c'est Sasuke, c'est clair. Ouais, non, Hein, mais ce que tu disais, c'est que tu peux kiffer un personnage sans pour. Alors que, bah ouais, c'est. Bah, tu prends par exemple l'exemple d'Orochimaru, je crois. Genre, le mec c'est obvious, tout le monde sait que c'est pas cool ce qu'il fait, mais il y a des gens qui kiffent Orochimaru. Ou comme il y a des gens qui kiffaient Itachi à l'époque où les gens savaient pas encore. Enfin bref, tu vois. Ouais. Est-ce que. Moi, je kiffais Itachi à toutes les époques. Mais ouais. Non, bah, en fait, de toute façon, ouais, le truc, c'est que c'est que une histoire bien racontée, alors surtout quand on parle de fantastique, eh ben, c'est pour ça, par exemple, que j'ai jamais été très fan de la bande dessinée américaine en général et des comics, où je reconnais qu'il y a des trucs qui sont très bien et tout, mais les comics, ils te laissent pas de pouvoir décisionnel, tu vois. Il y a très peu de comics où t'aimes bien les super méchants, tu vois. Je veux dire, tout le monde s'en branle de Thanos, tu vois. Il y a Batman, quoi. Il y a Batman où les méchants ont un peu de relief, mais... Et d'ailleurs, c'est même pas vraiment une question de méchants, mais c'est ce que j'aime bien dans les mangas, ce que j'aime bien dans la BD, dans la franco-belge, dans la littérature...
fantastique en général, c'est la place, la place qu'on laisse aux personnages qui sont pas forcément des héros, et le fait que on t'oblige pas à ce que ton processus d'identification se fasse sur le héros. Tu vois, t'es pas. Il y a très peu de gens arrivés à la fin de Naruto qui disent mon personnage préféré c'est Naruto, quoi. Ah, il y a très peu de gens arrivés à la fin de One Piece qui te disent mon personnage préféré c'est Luffy. T'en as, tu vois, parce que il est dans le truc, tu vois, mais tu vas avoir autant de gens qui vont me dire ouais bah moi mon perso préféré c'est Luffy, que de gens qui vont me dire c'est Zoro, ou de gens qui vont me dire c'est Usopp, ou tu vois. Et du coup, j'aime bien ça, et moi j'avais ni le temps ni la volonté de faire de Lune Noire le projet d'une vie, tu vois. Donc je pouvais pas commencer à rentrer dans du character design épais, tu vois, avec 30 personnages, qui ont tous des reliefs de ouf et tout. Mais je voulais pas non plus avoir un personnage guide, tu vois, genre avoir un héros, méga héros, et que tout le monde se dise ouais je veux être lui. Donc ma solution ça a été de faire un personnage ultra neutre en fait, tu vois. C'est-à-dire que c'est le gamin, j'en fais très peu de description physique. Alors au bout d'un moment, il a une description physique par l'identité visuelle que les graphistes ont mis dessus. Mais il a pas de, si tu veux, il a pas une personnalité méga établie. Il lui arrive des trucs, il a des ressentis, faisant que tu peux en faire un peu ce que tu veux, tu vois. Tu peux l'aimer, il peut t'agacer. Tu peux te dire, ah bah, il est comme moi, il est comme ça, mais une autre personne va te dire, mais non, pas du tout, il est comme moi, il est comme ça, tu vois. J'ai essayé de le faire hyper neutre pour que pour pas trop diriger les gens, et puis moi j'aime plus les histoires où on me dirige pas trop. J'ai adoré lire des shonen à une époque de ma vie, et je suis content d'en lire beaucoup moins parce que dans un shonen finalement on te dit quoi penser, tu vois, tout le temps, tu vois. Et moi j'aime bien pouvoir préférer le plus grand fils de pute de la série si ça me plaît, tu vois, ou pas, tu vois, ou pas. Je suis pas forcément un mec des anti-héros qui va tu vois, je sais pas, Sasuke, je le déteste par exemple, et je trouve qu'il est détestable, tu vois. Mais j'ai pas non plus envie qu'on me dise tiens, tu dois aimer Gon, tiens, tu dois aimer Sangoku, tiens. Et donc c'est pour ça que je lis beaucoup moins de shonen qu'avant, que j'en regarde beaucoup moins, et que les trucs qui m'intéressent sont d'autres trucs en fait. C'est- j'aime mieux ces textes ou ces œuvres de fiction où tu peux décider d'en préférer un qui est pas forcément celui que tu vas celui que le mec à côté de toi va préférer, tu vois. Mais notamment c'est un truc que je trouve ouf dans Game of Thrones, ça, tu vois, c'est-à-dire pas une seule personne qui aime le même personnage de Game of Thrones. T'as des fans de Cersei, pour moi c'est complètement improbable, tu vois. J'aime bien enfin, j'aime bien que dans Lune Noire, il y ait cette idée que t'es pas obligé d'adhérer à une vision. Que moi, je propose une façon, et une C'est un lecture. constat en fait, c'est vraiment un truc, on te pose cette histoire-là, toi t'en fais ce que t'en veux. Exactement. Ok. Et ben justement, sur cette histoire-là, moi un truc qui m'a frappé, c'est que bah, tu la racontes de bout en bout sur l'album. Il y a les interludes qui font des pauses dans l'album et qui te situent un peu sur le voyage du gamin, mais ils s'arrêtent jamais en fait. Il n'y a pas d'heure, on dit. Enfin, il y a un moment, tu évoques un peu la nuit, qui va devoir faire un bivouac, tout ça pour passer la nuit et tout, mais il n'y a pas vraiment de. Ouais, là, le gamin il prend 2 jours de pause, et en fait, ton rythme, je sais pas si ça a été volontaire ou pas, mais moi je l'ai vraiment vécu comme le rythme en fait, c'est ce que le gamin il ressent. Tu sais, tu vas dire 15 fois que le gamin a froid, que le gamin a chaud, que le gamin a peur, que le truc et tout. Et en fait, t'as l'impression que c'est comme ça que tu te repères dans le récit. Tu te dis, ah ok, là il a chaud, tu vois, on est dans le désert et tout. Ah ok, là il a froid, il s'approche du vaisseau, du Mm. truc et tout. Et dans les contes, il n'y a jamais de chronologie réelle. Et c'était ça l'idée de Lune Noire. Je pense que le truc, c'est. On me le dit tout le temps, et je pense que c'est très vrai. Il y a le truc très syntaxe là-dedans, très Saint-Exupéry en fait. Enfin, et moi, je sais que Le Petit Prince, ça a été un truc qui m'a méga influencé quand j'étais petit. Même dans les histoires que j'écrivais et tout, j'avais toujours l'idée de. Par exemple, c'est un truc qui m'a vachement marqué du Petit Prince, c'est les planètes dont tu peux faire le tour en 1 heure, tu vois, le fait que les planètes soient complètement petites, et que du coup tu puisses parcourir des mondes comme ça très rapidement. Et ouais, je pense qu'il y a ce truc d'influence du Petit Prince dans Lune Noire est vachement fort au moment où en fait t'as pas de déroulé chronologique, et t'as pas de repères et d'indices chronologiques sur comment ça se passe. Effectivement, il y a des moments où il fait jour, des moments où il fait nuit.
des moments où il fait chaud, des moments où il fait froid, des décors, mais tu sais jamais, peut-être que sa traversée d'océan, ça a duré 3 mois, peut-être que ça a duré 12 heures, mais encore une fois, ça c'était aussi une logique de laisser laisser l'imaginaire de l'auditeur un petit peu un petit peu avec les mêmes libertés que t'as quand tu lis un livre, de te représenter les choses d'une manière ou d'une autre, tu vois, les gens qui ont lu Le Seigneur des Anneaux avant qu'il y ait les films, tu vois, vont te dire, bah moi, pour moi, Aragorn, c'est un gros stokos avec une grosse barbe, et puis t'as un autre mec qui va dire, bah non, au contraire, c'est un mec tout frêle, un peu rachitique, tu vois, et pourtant, il est méga décrit, tu vois, mais la description que tu reçois, t'en fais ce que tu veux. Moi, j'avais cette même volonté, mais en audio, tu vois, de laisser les gens libres là-dedans, de vivre le truc comme ils voulaient, des gens qui vont te dire qu'ils ont ressenti Lune Noire comme un voyage de douleur qui dure 6 ans, et d'autres gens qui vont me dire, mais j'ai l'impression que le temps de voyage du gamin dure le même temps que ouais, voilà, une petite semaine, ou je voulais que ce soit libre. Et moi j'avais l'impression que justement ça se prolonge cette impression-là avec toutes les collaborations. Je crois que toutes les collabs sont de la 75e session ou des alentours, enfin des gens qui sont assez proches de vous en règle générale. Ouais, en tout cas, c'est des gens qui sont proches de moi, et comme je suis dans la 7.5, fatalement, c'est des gens qui sont proches de la 7.5, mais surtout des gens qui sont proches de moi, quoi. Ouais. C'est les gens avec qui j'ai travaillé, c'est mes amis, quoi. Et l'impression que j'avais, tu vois, c'est que, par exemple, moi j'ai noté, bah, tu vois, la deuxième partie de Lune, je crois, de M. Le Maudit, que je trouve incroyable, où en fait, chacun va prendre la place de quelqu'un. Je crois que c'est Inspire sur la deuxième partie d'épée qui parle à la place du gamin, tu vois, et j'ai trouvé ça fou parce que même avec la voix et tout, ça devient visuel en fait, tu vois, c'est vraiment, t'as l'impression d'y être. Et en fait, c'était un peu la même question que tout à l'heure, sur est-ce que tu penses à quelqu'un sur un morceau, est-ce que par exemple sur la deuxième partie d'épée, tu te dis, ah putain, Inspire, ça peut être charmé, ou alors est-ce que c'est un truc, vous êtes tous les deux dans le studio, il te dit ah putain là je me verrais bien sur cette partie de l'histoire et tout. Et non, c'est des commandes. C'est des commandes. Ensuite, c'est des commandes assez libres. Alors, Inspire notamment, je veux dire, c'était scellé, quoi. Tu vois la voix d'Inspire, ouais, c'est ça, tu vois le gamin. Regarde en l'air, y'a un oiseau noir. Ils savent pas ce que je vais faire voir au roi. J'ai fait des plans pour l'empoisonner. Même son cadavre, je vais l'encloisonner. Moi, ce que je savais, c'est que je voulais avoir en featuring sur l'album avec moi les gens qui travaillaient avec moi au moment où je faisais l'album. Donc Célestin est le guitariste qui a joué la majorité des trucs sur le disque. Donc il était là. C'est pour ça qu'il est sur l'album, tu vois, parce qu'il était là pendant le processus. Et Chien a comicsé tout l'album avec moi, donc il était là pendant tout le processus aussi. Ça, ce que je savais, c'est que j'avais pas envie d'importer de feat de gens qui étaient en dehors de la sphère de Lune Noire au moment où on le faisait. Pas parce que je pensais qu'ils allaient pas comprendre et tout, mais parce que c'était important pour moi qu'il y ait ce truc un peu glu. Et ensuite, elle m'inspire, bah en fait, j'avais un groupe avec eux qui s'appelle Loge, avec lequel on n'a rien sorti, mais qui est un groupe de cœur, en fait, qui fait que je suis toujours hyper lié à ce qu'ils font et eux à ce que je fais. Donc ils sont toujours au cœur de mes réflexions, c'est des gens à qui je fais vachement écouter mes morceaux, qui me font vachement écouter leurs morceaux, on réfléchit ensemble. M, c'est le seul artiste du label avec moi, sur 75e session record, donc qui a sorti un EP il y a pas longtemps, ouais. Et du coup, c'est mes méga proches, donc je savais que je voulais qu'ils y soient, et je savais aussi que c'est pas forcément des raconteurs d'histoire, les deux. Tu vois, c'est pas des mecs qui vont naturellement comme style vers le storytelling. Mais par exemple, je savais qu'M, il était méga capable. Que M, tu vois, M, il est hyper littéraire. Donc c'est un mec, tu lui dis, vas-y, raconte-moi l'histoire d'un piment qui pousse. Ou tu vois, il va le faire, tu vois. Donc M, je lui ai dit, bah vas-y, mec, faut que tu racontes l'histoire de l'invention des robots. Genre, t'es le savant fou, quoi, qui a inventé les robots. Attends, j'ai une idée, ça vient de la boîte de conserve. Et si on faisait des robots qui servent à faire ce qu'on fait, plus d'humains blessés, bref, une avancée concrète. Better, faster, smarter. Ok. Et pareil, moi, c'est ça, c'est comme on est ancré par ta voix à toi sur tout le projet, tu sais, qui est le repère en fait, vu que c'est l'album de Sheldon, le fait d'avoir une autre voix, ça te met vraiment quelque chose d'autre, enfin en tout cas moi ça m'a mis quelque chose d'autre en tête à chaque fois, et le fait d'avoir un invité
il y en a qui reprennent la position du gamin, du truc et tout, mais là par exemple sur la deuxième partie de Moody où c'est vraiment le scientifique qui est en train d'essayer son truc avec ses boîtes de conserve et tout, mais en fait tu vois la scène quoi, t'as même pas besoin de clip, tu sais. Ouais. Mais en fait c'est le principe du spin-off, hein. On a réfléchi comme des spin-offs, tu vois. Ouais. On réfléchit comme des spin-offs dans une série ou comme des tu vois, c'est des éléments de lore en fait, tu vois, c'est des éléments du lore de Lune Noire. Et Inspire, je lui avais pas mis de contraintes de storytelling justement, je lui avais dit, ben vas-y, imprègne-toi un peu de l'énergie du gamin, écoute les tracks, et fais un morceau où toi t'es le gamin avec ta voix, ça va marcher de ouf, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que c'est ça, comme c'est des gens qui sont très très proches de moi, c'est aussi des gens qui sont très très proches de ce que je veux faire et qui comprennent ce que je veux faire, donc ont pas de mal à se le réapproprier. Si j'avais contacté des mecs même que j'aime bien, tu vois, qui sont des potes à moi, en leur disant vas-y fais un morceau pour Lune Noire, mais qui sont détachés du processus, ça aurait été vachement différent, tu vois. Là, j'ai invité des gens qui sont tellement dans mon intimité, en fait, qui savent tellement ce que je veux faire, qui ont tellement vu la progression du projet, que c'était hyper naturel aussi pour eux de se réapproprier le truc sur un track. Et puis moi, c'était important qu'il y ait des moments où on sorte de ma voix à moi dans l'histoire, tu vois. Bien sûr. On parlait de coprod tout à l'heure. Donc ouais, t'es sur la prod de tous les titres de l'album. Y a, sur les deux morceaux que j'ai notés, les deux coprods qui m'ont moi marqué vraiment, c'est celle avec Népal et celle avec Junker. Notamment Guerre avec Népal, où il est à la voix aussi, je crois, sur l'interview, genre il fait la commande de la Ouais. tout ça. J'imagine que ça s'est fait très naturellement, pareil, parce que c'est des gars aussi qui sont de la 75e. Ouais, bah en fait, de toute façon, le truc, c'est que sur Lune Noire, faut bien me dire un truc, c'est qu'il n'y a pas un seul morceau de Lune Noire où il n'y a pas un petit bout de quelqu'un d'autre, tu vois. Bien sûr. Sur Vent, il y a des arrangements de guitare qui ont été faits par d'autres gens. Carnaval, la quasi-totalité de la track a été composée par Louis. Doudou, je suis parti en résidence le faire avec un groupe de reggae. Océan, on l'a fait avec Célestin, avec les musiciens de Funky Dru. Il y a toujours quelqu'un qui intervient à un moment, tu vois. Donc en fait, globalement, on peut considérer que tous les morceaux de Lune Noire sont des coprods. Après, Junker, par exemple, c'est un mec que j'appelle parce que je travaille énormément avec lui, qu'on est hyper proche. En fait, Junker, il est notifié sur Robot, mais Junker, il a fait des trucs sur plein de morceaux du projet, tu vois. Et inversement, t'as des gens qui ont fait des trucs sur Robot de Junker qui sont pas forcément mentionnés parce que on était vraiment en team et dans une logique de... Donc après, j'ai essayé, tu vois, sur les morceaux où il y avait de façon flagrante, tu vois, par exemple, Guerre, il est notifié coprod Népal parce que la première partie de Guerre, c'est Népal qui l'a fait, voilà, c'est tout, tu vois. Genre, il est venu, il a fait la prod, et il a dit c'est ça la prod, et on a quasiment rien retouché, tu vois. Mais en fait, tout le monde a participé, tu vois, sur chacun des morceaux. Il y a des trucs qui sont même pas spécifiés. Sur Aurore, les voix qui chantent, là, sur le refrain, c'est Népal. Il y a plein de trucs comme ça dans l'EP, plein de parallèles que tu peux faire à plein de moments où en fait on a utilisé des trucs de telle ou telle personne. Donc en fait tout est une espèce d'immense coprod. Ensuite, sur un disque comme ça, c'est hyper compliqué de te détacher, donc il n'y a aucun morceau où j'ai rien fait, tu vois. Il n'y a aucun morceau où je me suis assis et j'ai laissé la personne tout faire, tu vois. Mais tu vois, moi, quand je regarde la tracklist au début, j'avais pas vraiment l'idée de à quoi Lune Noire allait ressembler, mais une fois que je vois qu'il y a des feats, que c'est des gens, des voix, comme tu disais, des gars super proches de toi et tout, et ben en fait, c'est vraiment le feat logique que j'aurais vu sur Lune Noire, tu vois, c'est d'avoir Népal sur un truc. Et je me suis dit, c'est bizarre qu'il y soit pas, et après, j'ai vu qu'il était à la prod et qu'il était quand il ordonne aux robots, aux humains d'attaquer les robots. Et du coup, je me suis demandé, forcément, il a teasé un truc il y a pas longtemps sur son album qui devrait commencer à arriver. J'imagine que toi aussi, tu es derrière, directement ou indirectement, sur son projet à lui. Ouais, c'est moi qui ai mixé. Ok. C'est moi qui ai mixé, c'est moi qui ai mixé l'album. Et je me demandais, en fait, moi, ce que je retrouve vraiment chez vous deux, c'est tout cet univers, un peu des références RPG, mais même jeux vidéo en plus général, manga et tout ça. J'ai remarqué que sur la quasi-totalité de Lune Noire, au niveau de la prod, t'as super souvent des éléments
je sais pas comment appeler ça, mais tu sais, des trucs de menu de jeu ou des trucs Ouais, des ouais. bruits d'interface en 8 bits et tout ça. Est-ce que c'est des trucs où vous y avez réfléchi en vous disant il faut rajouter une touche qui va peut-être donner une cohérence au jeu vidéo Lune Noire, ou alors est-ce que c'était juste parce que c'est vraiment dans l'univers du truc et qu'en fait vous voyez C'est parce que une c'est sorte dans de notre vidéo, univers à nous. quoi. Ouais. C'est parce que c'est dans notre univers à nous. On n'a jamais fait des trucs, tu vois, notamment en termes de sound design, de sound FX et tout. Tous les trucs que tu peux entendre, mais dans les morceaux du dojo en général, en fait. Ouais, C'est ouais. pas que, tu vois, c'est un truc qu'on a tous, tu vois. On va jamais chercher un bruit pour un bruit, tu vois. Ouais. On va chercher un bruit parce que c'est un bruit qui nous est familier, tu vois. Si t'entends l'épée de Smash dans un morceau, c'est parce qu'on se cartonne à Smash toute l'année. Si t'entends... Enfin, tous les bruitages sont des bruitages qui nous sont familiers, tu vois, dans 444 nuits. Très souvent, t'as un bruitage qui est un espèce de... Ouais, Ouais. que personne reconnaît, tu vois, et que quasiment personne sait ce que c'est. En fait, c'est le bruit des notifications des textos sur la principale compagnie téléphonique thaïlandaise. Ça vient juste du fait qu'en fait, avant de faire 444 nuits, il était en Thaïlande, en fait. Et du coup, donc en fait, on récupère des bruits, c'est les bruits qui nous sont familiers, en fait, tu vois. On s'est jamais dit, ah putain, là, pour que ça soit un peu... pour que ce soit un peu plus machin, on va aller chercher le bruit de freeze de Metal Gear Solid. Non, en fait, on sait que comme on s'est découpé à Metal Gear Solid, il y a ces bruits-là, et ça nous vient naturellement de les mettre, tu vois, et donc du coup, tous ces trucs de bruit, enfin tout ce truc qui est un peu en fait la signature sonore du dojo, c'est pas un truc qui est forcément intellectualisé, c'est nous en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est nous, si tu viens vivre avec nous 4 jours, tu vas vite comprendre en fait, tu vois, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on vit, c'est avec ces références-là qu'on vit, donc on les utilise quoi. Ok, ok. J'ai remarqué qu'il y avait le travail un peu transposé dans l'autre sens sur Lune Noire le jeu, où en fait tu retrouves les prods de l'album, mais qui sont, j'avais l'impression, retouchés en mode 8 bits, pareil, Ouais. tu vois, pas très vieille console, tout Ouais, ça. ouais, ouais. Est-ce que ça c'était vraiment ouais, pour le kiff et tout, ou c'était important pour toi que. Tu sais, moi quand je regarde les trois côtés de. Enfin, les trois côtés de l'œuvre, la BD, l'album et le jeu vidéo, j'ai l'impression de voir un peu 3 fois la même chose, mais sous un angle complètement différent en fait. Comme tu disais, tu vas pas voir les événements de la même manière, mais c'est aussi le décor qui va être peut-être plus étoffé ou pas, tu vois. Est-ce que c'était important de garder cette trame de fond, que ce soit justement pas une OST random sur le jeu Lune Noire, et que ce soit vraiment les prods de l'album? Ouais, ça m'aurait fait bien mal. Ouais. Ça m'aurait fait bien mal de prendre un OST qui avait rien à voir. Ensuite, je savais pas si ça allait marcher. Je savais que je voulais faire ça. Je savais que je voulais passer en fait toutes les parties musicales de Lune Noire en 8 bits pour faire le jeu vidéo. On a eu de la chance puisque ça a bien fonctionné. Ouais. Mais j'aurais préféré, je pense même qu'il n'y ait pas de musique, que d'aller foutre de la musique que Ouais, j'avais bien pas sûr. composée, qui a rien à voir, tu vois. Et puis composer une musique originale entière de jeu vidéo, je te dis la vérité, j'avais pas le temps. Ouais, Déjà c'est faire clair. un album, c'est du boulot. Donc non, bah c'était... Mais en fait, de toute façon, c'est comme tu dis, tu vois, ce côté sphérique, en fait, des éléments qui reviennent, qui se recoupent les uns les autres, mais qui sont différents à chaque fois. C'est un truc que tu peux trouver, tu vois, l'écran de victoire du jeu vidéo, par exemple, qui est pas dessiné par la même personne que la BD, mais qui est dans le même esprit. J'aurais pu faire dessiner l'écran de fin de Lune Noire par exactement la même personne que la personne qui fait la BD, tu vois. Que tu vois Manix, qui est la personne qui a fait toute la BD, qui fait tous les clips du projet et qui a fait le 4e quart de lune. Euh, il est déjà un pilier visuel hyper important, tu vois, du truc. Mais c'était important pour moi de diversifier ces visions. C'était important de laisser du flou, en fait. D'avoir ce côté différent à chaque fois. Tu sais, il y a plein de trucs, en fait, qui me font penser à ça. Notamment, tu vois, les pochettes des albums d'Iron Maiden, par exemple. C'est un truc qui m'a vachement influencé dans ça. Où c'est toujours le même personnage, en fait, qui revient. C'est toujours Eddie.
Et c'est souvent le même illustrateur, mais c'est jamais le même Eddy, tu vois. C'est jamais le même... Enfin, c'est le même perso, mais il est jamais habillé pareil, il est jamais à la même époque. Un coup, c'est une statue pharaonique, un coup, c'est un espèce de bad guy des rues de Chicago, un coup, c'est une espèce de créature de la nuit qui sort d'un arbre, tu vois. Et j'aime bien le côté comme ça... ceux qui savent se repèrent, et ceux qui savent pas peuvent passer complètement à côté. J'ai toujours bien aimé ce truc-là. J'ai toujours bien aimé le fait que quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, tu comprennes 10% du lore de Tolkien et que tu sois obligé d'aller chercher Silmarillion, les contes et légendes, tous les trucs qu'il y a autour. En fait, si tu veux vraiment capter ce qui se passe dans Le Seigneur des Anneaux. J'aime bien l'idée que dans le Peter Jackson, en fait, tu... Ouais, et puis je suis toujours satisfait, moi, en tant que lecteur, d'avoir des infos sur une œuvre que les autres n'ont pas. Tu vois, je suis toujours hyper content de ça. Je suis toujours hyper content d'avoir des éléments en plus, d'avoir le sentiment d'avoir sciencé plus loin une œuvre. Et après, tout le monde n'a pas ce tempérament-là, tu vois. Mais pour les gens qui ont ce tempérament-là, j'ai essayé aussi de mettre une espèce de générosité là-dedans pour que un mec qui a vraiment envie de s'enculer à Lune Noire puisse y voir des choses que d'autres n'ont pas vues si ils ont gardé le premier degré de lecture. Moi, j'ai été interviewé quand même par des journalistes qui avaient même pas capté que c'était une histoire, tu vois. Yes. Parce que ça fait plaisir. Ben pourquoi pas. Non mais pourquoi pas, tu vois. Mais c'est bien, parce que du coup, ça veut dire aussi que c'est à l'investissement de chacun dans ce projet. C'est ce que chacun veut aller comprendre du projet, tu vois. Et j'ai des mecs, à contrario, qui m'envoient des bibles sur Instagram, des textes que je mets 1h30 à lire, qui parlent du projet, où les mecs ont tout décortiqué. C'est très bon ça. Donc du coup, ouais, il y a cette volonté que plein d'informations se recoupent différemment, mais qu'elles soient quand même... Enfin, que tout soit dans une espèce de cohérence quand même, quoi, que tu puisses t'y retrouver si tu cherches un peu, en tout cas. Et toi, quand t'écris chaque morceau, parce que ouais, bon, l'œuvre centrale reste quand même l'album, quoi. Et est-ce que ça a été compliqué ou au final pas tant que ça d'être assez diversifié sur 19 titres? Bon, même si c'est 19 titres, moins les interludes et tout, ça reste quand même conséquent. Est-ce que à un moment, t'as pas eu des sensations, tu sais, d'être un peu enfermé dans ton histoire, de te dire, putain, je sais plus ce que je veux en dire, je sais plus comment je peux la rendre différente, ou alors est-ce que finalement, comme tu l'avais d'une traite, eh ben, ça s'est fait super naturellement, et c'était juste le temps que ça a pris pour que ce soit avec la qualité espérée, quoi. L'histoire et ce que ça raconte, ça n'a pas été très compliqué dans le sens où j'ai tout fait d'un coup. Donc en termes de déroulé scénaristique, de texte, de rimes, de couplets, de flow et tout, j'ai pas trop galéré. Là où j'ai galéré, il y a deux trucs. J'ai galéré dans la mise en contexte musical de tous les morceaux. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux et il y a des moments, bah voilà, tu vois, c'est pas compliqué, hein, tu vois ce que je veux dire. Carnaval, il fallait que ce soit joyeux. Si j'essayais de travailler sur Carnaval à un moment où j'étais pas joyeux dans ma tête, c'était un problème, tu vois. Donc il y a des trucs qu'on a mis vachement de temps, tu vois. Il y a des trucs qu'on a mis vachement de temps à cerner, notamment un morceau comme Guerre, par exemple, tu vois. Guerre, ça a été compliqué parce que on voulait qu'il y ait un peu qu'il y ait le côté humain dans la première partie, le côté robot dans la deuxième partie. On voulait que ce soit violent tout le temps, mais en même temps, juste après, t'avais Robot, t'avais des morceaux qui étaient déjà des morceaux de trap juste avant, t'as Lunk. Si un morceau de trap, non. Il y a des trucs où on a mis vachement de temps musicalement à cerner ce qu'il fallait exactement qu'on fasse. Donc ça a été dur, et ça, il y a eu le sentiment sur certains tracks de se répéter, tu vois. Des trucs d'ailleurs qui ont vachement disparu, tu vois. Moi par exemple, j'avais vachement l'impression que Carnaval était une répétition évoluée de Vent. Et en fait, c'est pas du tout la perception que les gens ont eue, tu vois. Les gens, ils ont trouvé que les morceaux étaient vachement différents, mais moi, quand je les ai faits, le mood dans lequel je les ai faits, mais c'est dans tout, tu vois. C'est dans le fait que j'ai utilisé la même guitare pour les deux morceaux. Il y a des trucs comme ça qui vont faire que toi, t'as l'impression de te répéter, qui en fait, après, une fois que c'est sur l'album, les gens ont pas du tout ce sentiment-là. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'ai galéré, voilà, sur ces moments-là, à distinguer les univers, à dissocier. Et puis, comme je te dis, je voulais pas qu'il y ait trop de Reddit, en fait. Je voulais pas qu'il y ait de répétitions sur le disque. Alors, malgré tout, il y en a, tu vois, il y a des parallèles, il y a des morceaux qui se ressemblent. Mais je voulais qu'on puisse
avoir une atmosphère différente sur chaque morceau. Donc il y a ça qui a été un peu douloureux, et ce qui a été un peu douloureux, je dois le reconnaître quand même, c'est le préquel. C'est-à-dire que ça, le préquel, c'était compliqué de se replonger dans l'écriture de Lune Noire, dans le mode d'écriture de Lune Noire. Il y a combien de temps entre la fin de l'écriture de Lune Noire et la mise à l'écriture du préquel? Presque 2 ans. Ah ouais, Tu vois, donc le moment de se remettre dans le préquel, de se dire, allez, il faut réécrire avec cette patte-là, avec ce style-là, quand t'as déjà écrit une quinzaine de morceaux, c'était un peu compliqué. Ensuite, une fois que j'ai trouvé le motif qui me convenait pour le préquel, ça a été très vite, franchement, on a été très vite. Et puis alors, pour le coup, en termes de production musicale sur le préquel, les gars ont été mais genre méga efficaces, quoi. Ouais. On s'est barré une semaine, on est rentré, tout était plié, merci, bonsoir. Ok. C'était très très bien. Voilà. Donc ça, j'en ai un peu chié. Mais globalement, il n'y a rien qui s'est fait dans la douleur, tu vois. Il y a des choses où il a fallu être patient, tu vois. Des choses où il a fallu dire, bon, vas-y, là, ça sert à rien, donc lâche l'affaire, tu vois. Puis moi, je suis toujours un mec, je veux toujours tout finir, tu vois. Et toujours, pour les gens qui bossent avec moi, des fois, c'est casse-couille, tu vois. Genre, quand on a Master Lune Noire, Ouais. avec Louis, on a décidé de rajouter Aurore à ce moment-là. Aurore, il n'était pas dans la tracklist originale. Et on l'a fait au dernier moment, parce qu'il nous restait 2 jours de studio, qu'on avait des machines, qu'on n'allait plus avoir après. On s'est dit, allez, vas-y, on fait un track de plus. Et Aurore, moi, je voulais qu'il soit fini le jour où il soit commencé. D'accord, ouais, ok, je capte. Donc je rends fou tout le monde, j'empêche les gens de dormir et tout. Tu sais, je dis, non, mec, tu vas pas te coucher, il faut qu'on finisse, tu vois. Donc tu vois, moi j'ai mes trucs un peu obsessionnels, mais comme ça, tu vois. Ensuite, après, le lendemain, je me lève et je me rends compte que on a fini à 8h du matin, mais qu'en fait, c'était pas bien, et du coup, on repasse dessus, tu vois. Ouais. Des fois, je suis un peu. Donc, c'est ça c'est un truc que j'ai des fois un peu de mal à faire, et que j'ai dû apprendre à faire sur Lune Noire, c'est s'arrêter et revenir sur les choses. Mais globalement, non, ça va pas. Je pense que personne a été dans la souffrance de Lune Noire. Peut-être la personne pour qui ça a été le plus compliqué, c'est Manex, c'est le graphiste, Ouais. parce que lui, Bah, là, on lui demande, enfin, de sortir une planche de BD par jour pendant 3 mois à un moment, faire des clips d'animation, de s'occuper de toute la fin. Tu vois, donc il y a un moment où il est en charbon constant, tu ouais. vois, le mec, il doit nous rendre 8 illus dans la journée, on l'appelle à 17h, on lui dit, ah ouais, en fait, on a besoin de ça aussi, mais ça fait le tout de suite. Il dit, ouais, mais gros, enfin, ça fait 5 fois que tu me dis, fais ça tout de suite aujourd'hui, donc en fait, à un moment, il faut que j'aille manger, tu vois. Donc il y a des trucs comme ça qui ont été compliqués, mais après, tout le monde avait envie, donc c'était pas de la douleur, Ouais. c'était du sport, quoi. Ouais, ok. Et maintenant, avec tout ce recul-là, ça fait plus d'un mois qu'il est dehors. Vous, par exemple, vos titres préférés, c'est quoi? Avec le recul, peut-être ça a pu évoluer, j'imagine. De Lune Noire ou du préquel? Bah, tu peux mettre les deux s'il y en a un du préquel que tu kiffes beaucoup plus que ceux de Lunar. Non, moi j'aime bien. C'est quoi toi tes titres préférés? Ouais, il y en a beaucoup, j'aime bien, mais j'aime beaucoup Lune, j'aime Ouais. beaucoup Roi, j'aime beaucoup Océan, j'aime beaucoup Vent. Vent, je le trouve stylé parce que Vent. Ouais, c'est compliqué. Pareil, Vent, on a eu une histoire sympa pendant le mastering sur Vent aussi. Allez, essayer de. Ouais, c'est vrai, Vent, bah ouais, typiquement le genre de truc qui arrive sur Lune Noire. On est au mastering, l'étape, genre, l'étape où plus rien est censé bouger. Ouais. Pourquoi on n'arrive Tu pas vois à faire sonner la basse? Pas bien. Et on a décidé de tout changer en fait. On a changé la basse qui était l'axe du morceau au dernier moment, tu vois. En mode toutes les tracks étaient sorties, on n'était même plus dans la session de mix, tu vois. Et on a dit, ouais, non, vas-y, c'est pas la bonne basse. Puis on se rendait ouf, Louis devenait dingue à essayer de mixer la basse pour qu'elle sorte autrement. En termes de master, en fait, on cherchait un truc qui prenait plus de place et moins de place en même temps. Donc, c'est le genre de truc que t'as. Tu peux parler aussi du fait que, même dans un contexte acoustique, avec des nouvelles bécanes, on essaie de rentrer dans des normes de. Tu vois, on a quand même se rapprocher d'un moment où ils étaient Ouais. pour être aux normes, et que de temps en temps, on a dû faire des compromis même sur le master. Ouais, c'est ça. Pour penser à la compo et tout. Mais c'est vrai que, en tout cas, musicalement, moi j'avais l'impression que le projet est plus ouvert que RPG par exemple, tu vois. Ouais, bah c'est clair. Après, tu vois, c'est typiquement, tu vois, au-delà du fait que c'est pas le même style de projet, c'est pas comparable parce que RPG, c'est un producteur, un rappeur, Ouais, ouais, ouais. et c'est tout, tu vois. Alors que Lune Noire, enfin, je t'assure que si je te fais la liste de tous Non, les bien gens qui ont sûr. joué une note de musique sur Lune Noire, Ouais, c'est ça. on commence à être sur un petit Mais c'est là où, ouais, comité quand même. moi c'est ce que je disais, c'est que j'ouvre l'album la première fois,
Et le morceau sur lequel je t'avais vraiment découvert et où je m'étais vraiment pris le truc, c'est le premier quart de lune. Et où tu sais, c'est quand même. On n'est pas dans le vent, quoi. C'est quand même plus. Ouais. Ça va plus, quoi. Et ouais, en fait, j'étais surpris, mais en bien, tu vois. Et après, ça enchaîne sur Carnaval. Et puis après, ça enchaîne sur des touches que t'as déjà un peu plus entendues. Mais après, tu vas revenir sur Océan, où, ouais, à la fin, tu sais, le deuxième couplet, la prod, elle part le deuxième refrain, pardon, elle part presque en vieux film, vieux dessin animé, tu sais, l'ambiance Cuphead, un peu, ce genre de truc. Et ouais, où c'était super riche en fait, tu vois, il y a de tout un peu qui te passe dans l'oreille. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que pour toi par exemple, dont le morceau sort de toi, le flow, l'écriture, le truc et tout, peut-être que tu vas préférer les morceaux qui ressemblent moins à ce que tu as fait auparavant musicalement. Non, mais moi j'ai hyper du mal à donner ma préférence sur Lune Noire parce que comme je les ai écoutés plus de 10 000 fois chacun, en fait globalement ils me sortent tous par les yeux, tu vois. Et qu'en plus je trouve que c'est hyper compliqué de les dissocier des uns des autres, tu vois. D'ailleurs je suis toujours épaté parce que les auditeurs ils font leur tambouille avec ça, tu vois. Les gens qui me disent ouais moi mon préféré c'est celui-là, je l'écoute 10 fois par jour. Je dis comment t'écoutes 10 fois par jour un morceau de Lune Noire hors de son contexte? Mais très bien, tu vois, moi ça me fait méga plaisir que les gens ils se réapproprient un track, un moment, un truc. Moi j'ai vachement de mal à faire ça. Après oui, il y a des morceaux dont je suis particulièrement content. Je suis content sur Lune Noire des morceaux où l'identité sonore correspond exactement à ce que j'ai voulu faire, tu vois. Donc c'est plus une fierté technique que... d'avoir réussi à créer je suis hyper content d'Océan, tu vois. Je suis hyper content d'Océan parce que je trouve qu'Océan, il n'y a pas de doute, t'es sur l'eau, tu vois. Je suis content de Forêt. Parce que je trouve que t'es dans la forêt, tu vois, genre je trouve que que ça foutait dans les bois magiques, tu vois, je trouve que ça fonctionne. Donc ces trucs-là, je suis content de ces trucs-là. Ensuite, il y a pas de morceaux vraiment que j'aime pas. Il y a des morceaux qui m'ont plus fané que d'autres, tu vois. Vent, je sais que par exemple, c'est un des morceaux que je préférais au début. Maintenant, ça peut me faire sortir d'une pièce, quoi. Parce que j'ai vraiment écouté 10 000 fois. Donc voilà, il y a des trucs qui me fanent. Mais j'ai du mal à avoir un morceau préféré, quoi. Ok. Et peut-être, avant qu'on se penche sur la fin, sur la suite et tout ça, peut-être est-ce que vous avez un souvenir de Lune Noire qui a été genre la galère ou qui a été le truc, là vous m'avez parlé des sessions sur 20 par exemple où vous changez la base juste avant, est-ce qu'il y a eu des trucs comme ça ou quelque chose qui était établi comme sûr à la fin Tout le monde n'a pas, tout le monde aura pas la même. Toi, vas-y, c'était quoi toi ta galère? Le truc qui t'a rendu fou sur Lune Noire? Il y en a 45. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je sais, je peux te dire exactement. Moi, la première résidence, au bout de 3 semaines, j'ai perdu tout ce que j'avais fait. C'est-à-dire que la première version du projet, j'ai fait 10 titres. Et au bout de 10 titres, mon ordi a cramé. J'ai perdu les 10 morceaux et j'avais plus que 10 maquettes en MP3. Et j'ai dû rester 1 mois et demi en résidence pour tout refaire. Donc voilà, moi, ma galère, c'est celle-là. Carrément, je pense que de toute façon, tu peux pas en avoir de pire. Voilà. Après, des galères, on en a eu plein, des marrantes, des moins marrantes. Avec Louis, on s'est quand même pas mal arraché les cheveux pour obtenir ce qu'on voulait au master. Avec Louis, par exemple, on a eu une galère on avait loué des gears des machines de traitement pour masteriser le projet. Et on a eu une machine, par exemple, qu'on a ramenée de chez le loueur, qui marchait pas. Donc on l'a ramenée chez le loueur, puis chez le loueur, elle marchait. Puis on l'a ramenée chez nous, puis elle remarchait pas. Et on l'a réparé. Et on l'a réparée, et après elle marchait. Tu vois. En plus, c'est des machines, tu vois, où c'était un vrai bonus, et c'est là où tu peux voir que la 75e session, même globalement, ils sont intéressés d'apprendre. Et tu parlais du processus d'apprentissage tout à l'heure, et que justement, quand t'es pas avec une major, il se passe d'autres choses. Tu vois, t'apprends, tu fais des compromis sur certaines choses, mais en même temps, t'augmentes, tu vois, les techniques, les skills dans ton bagage. Et ils avaient dédié une partie du budget, tu vois, qui aurait pu servir à, je sais pas, plein d'autres choses un peu... c'est ça, tu vois, t'as plusieurs possibilités. Soit tu fais ton master chez un gros mec de master, mais tu sais que tu vas avoir un gros master, mais t'auras rien appris. Soit tu fais ton master chez toi avec des plugs comme tu peux, mais tu sais que t'auras pas un gros master. Et nous, on a dit on veut les deux, tu vois, on veut avoir un gros master, on a envie de le faire nous-mêmes, donc on est allé louer des machines, tu vois, ça c'est...
Et donc voilà, on était entre la phase, tu vois, d'apprentissage des machines, et parce que c'est pas des machines comme on les loue, elles sont pas dans le studio de base. Et en plus, une petite galère technique comme ça, tu vois, c'est sûr qu'à la fin, je pense que, bah, tu vois, peut-être que là, même dès aujourd'hui et même d'ici quelques temps, sur d'autres projets, on aura forcément des choses à redire sur ce qu'on a fait dans le passé. Ouais, Mais par contre, quand on parle de l'expérience et de l'événement, enfin, nous, on peut dire qu'on a vécu ça, à traverser les cannes, la première fois qu'on les a utilisées, nanana. Alors que, effectivement, quand tu livres ton produit chez un ingé mastering, ce qui est respectable aussi si tu es vraiment dans le processus créatif du master avec lui et que tu es vraiment en studio avec lui, bah globalement tu passes moins de temps, c'est expédié plus rapidement aussi et voilà, tu vois, t'es pas encore à affronter tes démons sur une étape de la production et c'est intéressant. Sur un morceau random de Lune Noire par exemple, pour les gens qui s'imaginent pas forcément le master, qu'est-ce qui va changer dans l'écoute d'un morceau, tu vois, pour quelqu'un qui a pas forcément ces trucs-là en visu. Enfin, ça dépend en fait, ça dépend de quel type de master et de quel type de projet on parle. C'est-à-dire que sur Lune Noire, on a une recherche qui n'est pas forcément la logique de fonctionnement de tous les masterings, tu vois. C'est-à-dire que dans Lune Noire, on était dans une logique d'uniformiser de ce qui n'était pas uniformisable en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des morceaux qui n'avaient rien à voir et on voulait en fait que tout soit au même volume pour que tu n'aies pas de différence dans le déroulement de l'histoire. Et on voulait garder une espèce de topie de la voix, tu vois. Et c'était un truc déjà qui était présent au mix. D'avoir la voix quasiment mixée tout le temps pareil. Jamais tu cherches ça dans un disque, tu vois. Enfin, si t'es malin, en tout cas, jamais tu cherches ça dans un disque, tu vois. Tu cherches au contraire à avoir des couleurs différentes et tout. Mais là, il y avait l'aspect narrateur, tu vois, comme si t'étais... comme si t'avais une voix off de documentaire, tu vois. Donc on voulait que la topie de la voix soit tout le temps méga respectée, tu vois. Donc il y a eu ça, qui a joué au master, où ça a vraiment été le moment où on a fixé ce truc-là, que ça allait tout le temps être la même chose. Et d'ailleurs, on en a chié, tu vois, parce qu'on en a même chié contre nous-mêmes. C'est-à-dire que même t'as des moments où t'as envie de faire autre chose. T'as envie d'aller chercher d'autres choses, de perdre sur la voie pour aller récupérer sur d'autres trucs. Et ce qui est une très bonne mentalité, qui était la mentalité de Louis, qui était une mentalité méga musicale, tu vois, de me dire, attends, mais là, si on creuse... Et moi, de toujours ramener ce truc à ce truc un peu documentaire, reportage, tu vois. Dire, non, mais attends, il faut que la voix, elle reste à cet endroit-là. Donc, c'est le projet. C'est parce que c'était le nerf de la guerre du projet. C'était ça qu'il fallait faire sur le projet. Donc c'est un exercice particulier. Donc la fonction du master dans Lune Noire, elle n'est pas forcément identique à la fonction d'un master dans un disque de musique ou dans un disque de musique, en fait, c'est simple. Hein, le mastering, il va te permettre de sublimer ta track à chaque fois, c'est-à-dire d'avoir le meilleur rendement possible pour ce que tu as fait au mix et de rentabiliser ton mix au maximum pour qu'il sonne sur plein de supports différents, qu'il sonne pareil partout, le plus possible, parce que dans toute façon, il sonnera pas pareil partout, tu vois. Mais et là, dans Lune Noire, il y avait ça. Plus il y avait une espèce de truc radiotopique comme ça en fond, d'essayer de garder une couleur, tu sais, comme si on avait voulu mettre un espèce de bruit de fond, tout Lune Noire, qui dit le truc. Alors c'est pas ce qu'on a fait, mais il y a une volonté comme ça de mettre un fil conducteur entre tous les morceaux au master, qui a fait que, en fait, le mastering de Lune Noire était une étape beaucoup plus créative que le mastering en général, en fait. Tu vois. Dans Lune Noire, au mastering, on était encore en train de se poser des questions artistiques, ce qui normalement est le truc qu'il faut pas faire, quoi, tu vois. Ça nous a servi sur certaines, peut-être desservi sur d'autres. On verra à l'avenir. On verra, tu vois. On verra. Mais en tout cas, c'est grave intéressant. Tu vois. C'est ça. On n'a pas juste livré un produit à un mec et on s'est penché dessus en se disant, bon, bah, par rapport à ce qu'on a... Et sur les projets... Enfin, sur les prochains projets, c'est un des trucs qui sera plus efficace ou vous serez plus... rodé, entre guillemets. Différent. On réfléchira autrement, en tout cas. Tu vois, c'est si le prochain album que je suis en train de faire, il y a de fortes chances qu'on soit dans des trucs très différents, tu vois, ou notamment, tu vois, en termes de traitement de voix, tu vois. Je vais pas du tout chercher l'uniformisation des traitements de voix sur le prochain projet que je vais faire. Bien au contraire, tu vois. Donc oui, ce sera différent. Et puis, il y a des chances aussi qu'on travaille moins en bulle dans les prochains trucs. Enfin, moi, en tout cas, sur mes trucs à moi, c'est ma volonté de moins travailler en autarcie avec que certaines personnes. Travailler avec des producteurs différents, travailler avec des mixeurs différents, travailler avec des ingés de master différents, essayer des trucs, tu vois. Pas être toujours dans une logique de patte, tu vois. Parce que je l'ai beaucoup fait et que ça
ça permet d'ouvrir aussi le champ des possibles. Ouais, et puis t'arrives. Moi, je le vois aussi comme Lune Noire, tu sais, ça fait un peu sorte de fin de cycle, l'album qui vraiment, là, on a donné tout ce qu'on pouvait donner. Vraiment, tu fais un univers, quoi. Et puis, bah, maintenant, on passe peut-être à autre chose et voilà comment on avance et tout. Après, est-ce que tu sais déjà à peu près vers quoi va aller ton album ou est-ce que c'est vraiment Pas une du expérimentation tout. pour l'instant? Pas Ouais. du tout. Maintenant, en ce moment, je fais plein de morceaux, j'essaye plein de trucs. La vraie actualité, c'est qu'on est en train de bosser sur un deuxième EP avec 100K. Ok. Donc ça, c'est ce qui est sûr, ce qui est fixé. On est en train de le faire, ça va sortir, ça va être mortel. Maintenant, en termes de deuxième album ou de prochain EP, j'ai plein d'idées, plein de trucs que j'ai envie de faire. Je fais plein d'essais, je fais plein de nouveaux morceaux, donc je suis pas du tout au point mort. Par contre, je sais pas du tout ce que je veux faire, ni quelle forme ça va prendre. Je sais que je veux pas que ce soit aussi long que Lune Noire, c'est-à-dire qu'il va pas se passer 3 ans où je vais envoyer 2 EP 7 titres, histoire de faire semblant de faire patienter les gens pour sortir un gros album. Donc je pense que le deuxième album va arriver assez vite. Ouais. Ensuite, je suis vraiment dans une phase de développement là, donc je fais des morceaux, je fais des tracks. Ils sont chauds. C'est Voilà. ce qu'on veut savoir. Ok, bah, je pense qu'on a un peu fait le tour. Est-ce qu'il y a des trucs peut-être que tu voulais ajouter? On n'a pas forcément beaucoup parlé du jeu vidéo. Non, moi c'est bien. Hein. C'est bien, on a parlé de plein de trucs. Ensuite, chacun se fait une idée, du truc quoi. Quand tes yeux sont fermés, dis-moi ce que t'entends quand tes yeux sont fermés. Les gens parlent mais ce qu'ils disent est indicible. Ils partent à la recherche du devin invisible.